Bonjour à tous, pourquoi chercher plus loin sur France 3? Le meilleur de nos rencontres nous fait mener la vie de château aujourd'hui et ce n'est pas de tout repos. Avec au programme château, château fort et fort tout simplement. Nous allons rencontrer des héritiers qui doivent entretenir leur patrimoine, des bâtisseurs qui vont construire un château fort médiéval et puis nous évoquerons la réhabilitation des forteresses militaires abandonnées. Vivre dans un château, un rêve, en tout cas dans les dessins animés de notre enfance, la réalité au quotidien est tout autre. Je vous propose de partir pour la Saône-et-Loire au château d'Auzenay. Il est situé au cœur du village. Janine d'Auzenay, la propriétaire, y a vécu son enfance avant de partir ailleurs. Elle y est finalement revenue. Parmi ses préoccupations, l'entretien et surtout arriver à financer la rénovation des toitures. C'est notre maison d'enfance, donc on la connaît, on y est habitué, sauf quand on est enfant, ça paraît immense. J'osais pas ouvrir les portes des parties plus éloignées du château où nous habitions pas, parce que j'avais l'impression que j'allais trouver des ancêtres et je faisais toujours ce rêve un peu récurrent d'ouvrir une porte, il y avait des ancêtres et derrière encore et encore et encore. C'est dans la famille depuis tellement longtemps, qu'on est quelque part avec ça, on le porte. C'est à la fois un devoir de transmission que l'on a reçu et qu'on doit retransmettre. Il y a la magie du lieu, il y a la beauté du lieu qui donne envie de ne pas le laisser se dégrader. Le château d'Auzenay est une bâtisse médiévale dont la construction a débuté au XIIIe siècle. Agrandi au fil du temps, son toit est constitué de lave. À la place des tuiles, des pierres plates en calcaire recouvrent et protègent le château. Un vrai trésor architectural, rare et précieux, classé et protégé par les monuments historiques, mais qui est menacé aujourd'hui par les effets dévastateurs du temps. Aujourd'hui, le château d'Auzenay est en danger. Il y a des problèmes de toiture très importants, et tant sur les dépendances que sur la partie habitation. Donc notre génération hérite de ce poids de toutes les toitures à refaire. À Auzenay, localité située à 10 km de Tournu, le château, qui date du XVe siècle, menaçait ruine. 9 ans de travaux coûteux. Dans les années 70, le père de Janine, le marquis d'Auzenay, avait pourtant pensé sauver ce toit précieux en rénovant entièrement les laves. Hélas, malgré tous ces efforts, aujourd'hui le problème est resté entier, car les réparations n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Les pierres utilisées n'avaient pas les qualités pour résister au gel. Alors qu'un toit en lave est parti pour durer un siècle, celles du château n'en ont pas tenu la moitié. Les dépendances aujourd'hui s'écroulent et le toit de la partie principale donne des signes de faiblesse. C'est à la génération suivante, celle de Janine, de trouver des solutions. Avec Jerzy, un ami, l'état des lieux s'annonce aujourd'hui difficile. Ça, c'est un vrai problème ici. Ah oui, regarde. Tu vois, là. Ça se dégrade de plus en Par plus. ici, tu vois. Toutes les fuites, là, tu vois, ça tombe. On voit le jour. Le lavier m'avait dit qu'il y en avait, il y a 7 ans, il m'avait dit qu'il y en a pour une petite dizaine d'années. Et effectivement, là, on y est. Et quand il pleut, là, tous ces trous, partout où on voit la lumière, là, et ben, il pleut. Il y a des taches d'eau sur le sol. Ça commence par une petite fuite, puis de plus en plus importante. Ça suit la construction. Dans l'autre grenier, il y a une poutre maîtresse, c'est juste au-dessus d'une poutre maîtresse, et il y a vraiment une fuite importante. Là, oui, là-bas, dans un autre grenier, ici. Ouais. C'est vrai. Et la charpente souffre. C'est des travaux énormes, hein. Très importants, très lourds. Excessivement cher, ça atteint des millions d'euros, c'est énorme. Et nous ne les avons pas. Nous avons hérité du château, mais on n'hérite pas forcément d'une fortune qui va avec. Janine d'Auzenay n'a peut-être pas de fortune, mais elle veut sauver son château. Comme début de solution, elle a décidé d'ouvrir des chambres d'hôtes. Son idée, trouver de nouvelles sources de financement tout en offrant un peu d'histoire dans un cadre hors du commun. Ces chambres sont prêtes et son activité démarre tout juste. Pour l'instant, ce sont surtout les amis qui passent. À Auzenay, le portail n'est jamais fermé et on a toujours beaucoup aimé recevoir.
Et même si ses frères sont loin, elle est toujours prête à faire table ouverte avec sa mère, qui habite une des ailes du château. Il n'y a qu'un pas à faire pour se retrouver tous ensemble. Ah, voilà la belle tarte. Oh, magnifique. Une tarte maison. Merci. Jersey. On se laisse faire. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Vraiment beaucoup, parce que son travail, les chambres d'hôtes. Je lui dis souvent que ce château est un ogre magnifique. C'est très beau, oui. C'est une espèce d'ogre qui prend, on est happé par lui. Qui nous absorbe. Qui nous absorbe, c'est magique. Tous les gens qui viennent ici, ils se plaisent beaucoup. Hein. Même les gens qui viennent à la chambre d'hôte. J'espère qu'il ne va pas me dévorer et que je vais pouvoir me remettre à table. C'est l'ogre, le fameux ogre. La devise de la famille, c'est « Qui l'eût cru ?» J'espère qu'on pourra dire dans quelques temps, dans quelques années, eh bien oui, il fallait y croire. C'est ce que je fais, j'y crois. La vie de château, c'est un vrai défi pour des particuliers, propriétaires. C'est un autre défi pour vous, François-Xavier Verger, vous qui êtes administrateur de ce château de Bussy-Rabutin, puisque le château appartient à tout le monde, c'est le château pour tous ici. Ce monument appartient effectivement au ministère de la Culture, qui l'a confié au Centre des Monuments Nationaux pour le faire vivre, pour le faire aimer, pour le faire partager. Effectivement, de ce fait, c'est le château de tout le monde. Avec quel type d'activité pour attirer une clientèle, des visiteurs, des touristes de tous âges? Et de tout pays. Des activités pour les enfants, des activités dans le parc, dans le potager qui a été reconstruit récemment, des activités pour expliquer ces peintures, les portraits ou les représentations de châteaux, comme c'est le cas dans cette pièce. Vous parlez de ces châteaux représentés sur ces tableaux. On les doit au comte de Bussy-Rabutin. Roger de Bussy-Rabutin, c'est lui qui a longtemps vécu ici, un personnage un peu à part à la cour de Louis XIV, qui ne s'est pas fait que des amis, il faut le dire. C'est un homme de guerre qui a connu des campagnes victorieuses et c'est un homme de lettres également. C'était le cousin de Madame de Sévigné qui a écrit un certain nombre de lettres magnifiques, mais aussi des récits sulfureux qui lui ont valu la disgrâce et donc l'exil ici par le roi Louis XIV. Il décrivait de façon un peu trop précise la vie à la cour. Qu'il soit libertin était un fait, mais il a aussi décrit la vie des autres libertins et c'était moins apprécié, bien sûr. Ça n'a pas plu forcément. Nous allons prendre une autre direction, Lyon-Lapuzet, pour un vrai défi technique, reconstruire un château médiéval à l'identique. 300 000 personnes se pressent dans ce château qui n'est pas terminé. C'est d'ailleurs pour ça que les visiteurs y viennent. Nous sommes donc à Guédelon, dans Lyon, là où il y a du bois, là où il y a de la forêt. Le défi a pu être relevé et 70 personnes y travaillent au quotidien dans 11 corps de métier, le tout chapeauté par un chef de chantier très efficace. Vous allez le voir, notre machine à remonter le temps nous mène en 1230. Tu te rappelles qu'elle sera évidée là au milieu, hein? Je me demande si je ne devrais pas le faire avant de créer les boudins. Alors, ce qui n'est pas évident dans la construction d'un château fort du XIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manuel. Donc il a fallu réinventer, retrouver comment est-ce qu'on transforme des rochers en pierre pour construire. Ça, personne ne nous l'a dit. Donc il a fallu essayer avec des outils. Alors on s'est documenté, hein. On se doutait qu'ils allaient effectivement utiliser des coins métalliques pour casser les rochers. On a essayé et peu à peu, ce qui a marché, on l'a gardé, ce qui n'a pas marché, on l'a écarté et c'est devenu une méthode. Et la méthode, en la reproduisant, c'est devenu une technique. Et aujourd'hui, un carrier peut foisonner, donc produire à peu près 1 mètre cube de roche par jour. Alors, comment ça se passe? Ça va, on va essayer de prendre la pierre en deux là. Ouais. En utilisant le fil qui se voit assez bien. D'accord. Ah bah là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est une pierre, en la coupant en deux, ouais, on va avoir... De toute façon, les lits ne sont pas bien réguliers. Donc mais... Enfin, là... Donc voilà, ça va être 2 belles boutisses, hein, des pierres plus profondes qu'on mettra dans le mur. Et ouais, t'as le... Donc l'idée, c'est que ça force sur cette partie-là du coin, que ça touche pas le bout pour pas qu'il rebondisse, que ça touche pas la tête pour pas que ça délite la pierre. Et de fendre la pierre avec 2 embouchures, donc 2 trous pour 2 coins.
Pour construire leur château, il leur faudra extraire 10 000 mètres cubes de pierre de cette carrière. Guédelon, c'est un peu l'éco-construction avant l'heure. Toutes les ressources à proximité sont utilisées. La pierre pour les murs, la terre pour les tuiles, le bois pour les poutres et les échafaudages, les pigments pour les teintures. Et puis parfois, ici entre les pierres de grès de la carrière, surgissent des petits gisements d'ocre agglomérés. Alors, t'as trouvé? Ouais, ça y est. Regarde. J'ai récupéré ça. Waouh, super. Quelques grammes suffisent ensuite pour décliner ces couleurs. Du jaune, du rouge, de l'orange. Elles dominent les peintures murales des premières salles du château. Elles donnent à Guédelon cette ambiance si particulière. À Guédelon, on transforme finalement un écosystème où on voit les arbres, les rochers comme potentiellement des maisons ou des monuments à construire. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer ça effectivement aux visiteurs. On est bien dans le 21e siècle, dans cette société où finalement il faut faire des choix. Et c'est important de garder ces gestes-là qui ont été les gestes de construction de nos arrière-grands-parents. Ils ne sont pas si loin. Hein. Comme au XIIIe siècle, les dessins préparatifs se font à l'échelle 1, sur le sol même de la loge. Il faut souvent vérifier, ajuster, trouver des solutions sans s'éloigner des intentions originelles. Ces crayonnages servent à fabriquer des modèles qu'on appelle des poncifs. Ils reproduisent la forme exacte de la pierre qui sera posée sur le château. En théorie, il faut aller jusqu'ici. Donc en fait, tiens, en théorie, il y a des petits points. Voilà, il y a une arête à sortir et un petit plan derrière. Mais ça va être infernal à sortir. Aussitôt dessinés, ces poncifs vont servir de guide aux tailleurs de pierre. Au Moyen-Âge, les tailleurs étaient considérés comme les aristocrates du chantier. Mais aujourd'hui, à Guédelon, cette hiérarchie n'a plus lieu d'être. Tous les bâtisseurs sont égaux. Pour peu qu'il ait envie d'apprendre, chacun est le bienvenu sur le chantier. C'est le cas de Tony Vignolo. À l'origine, j'ai une formation de conseiller juridique. J'ai travaillé plusieurs années comme juriste pour une association. J'étais venu ici il y a 3 ans, ça a été un petit peu un coup de foudre. Et ça a fait partie des choses qui m'ont décidé à faire une formation de tailleur de pierre. Et à l'issue de ma formation, j'ai pu trouver un poste sur le château. C'est vrai que le château a tendance à devenir une grande famille. Parce que si on est 70 salariés, on travaille 6 jours par semaine. On mange ensemble le midi, voire même le soir. On peut passer nos journées de libre aussi ensemble. Ça crée un lien particulier. Bonjour Vincent. Salut Tony. Quelques outils usés. Ah ouais. Moi gravine cassée. Je t'en ai réparé quelques-uns là. Ouais. Je te pose ça là. Ouais. Je te prends quelques broches. Le principe de base, c'est qu'on bosse tous ensemble. S'il n'y a pas de tailleur de pierre ou de maçon, il n'y a pas de forgeron. Et s'il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de charpentier, il n'y a pas de boucheron, donc voilà, c'est un ensemble. Si on enlève un des métiers, le château ne se fait pas. Château Renaissance où nous sommes ici en Côte d'Or à Bussy-Rabutin avec des touristes de passage originaires du Canada mais installés en France chez nous et ici en Bourgogne pour visiter ces châteaux. C'est quoi pour vous la vie de château? Est-ce que ça fait envie? C'est le romantisme, c'est l'histoire, c'est les richesses de la France parce que ça se voit nulle part et bien sûr les Français ont préservé ça. C'est un trésor, c'est le meilleur trésor de la France. Tout ça. Et vous en voyez beaucoup des châteaux? Vous avez sillonné toute la France? Presque toute la France, surtout à vélo et en combi aussi. Oui, depuis beaucoup d'années. Je rêve de vivre en France depuis l'âge de 10 ans, donc maintenant on vit notre rêve. Et la Bourgogne, ça fait partie du rêve. De notre rêve, oui, bien sûr.
Bon retour dans le sud et revenez nous voir bientôt en Bourgogne. Merci d'être venu avec nous. Oui, on va poursuivre la visite avec les forteresses militaires de Franche-Comté, avec l'exemple de la citadelle de Besançon, fortifiée par Vauban, né en Bourgogne. L'ingénieur militaire de Louis XIV en a construit une trentaine en 40 ans et en a réhabilité 130 partout en France. On disait ceci: ville assiégée par Vauban, ville prise; ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. Eh bien, la citadelle de Besançon a connu les deux sorts. Elle a coûté si cher d'ailleurs que le roi aurait dit, se serait demandé si elle n'a pas été construite en or. Retrouvons l'une des guides de cette citadelle avec l'un des chefs de chantier chargé de la restaurer. Anne-Laure Charles est guide conférencière. Avec son ami Séverin, le chef de chantier, elle arpente le vertigineux rempart ouest en aplomb du Doubs. Alors, remarques-tu comme M. Vauban était pragmatique pour sa façon de s'adapter aux rochers, au relief de la pierre? Là, ça se voit bien, oui. Les remparts de la place forte épousent les formes de la colline, notre colline qui fait 120 mètres de haut. C'est quand même vertigineux. Effectivement. La citadelle a été opérationnelle au début du XVIIIe siècle. La place forte sert à protéger les frontières, à dissuader l'ennemi d'attaquer, à loger des troupes. Vauban était plus un homme de dissuasion qu'un guerrier. C'est un homme de guerre, mais qui fait tout pour empêcher les guerres. Son côté humain peut se lire à travers les matériaux utilisés. Là, tout au long de notre chemin de ronde, un bourrelet de briques nous suit. La brique n'éclate pas comme la pierre, hein, le calcaire de notre colline que tu connais bien. Ce calcaire est très dangereux puisque l'artillerie tire des boulets métalliques. La brique sera nettement moins dangereuse pour les troupes. La sueur épargne le sang, disait l'architecte du roi. À Besançon, Vauban conçoit son système de défense en édifiant côté ville 2 lignes de front. La première, le front Saint-Étienne, est protégée par un bastion avancé appelé demi-lune, un fossé et un pont-levis. Un grand espace de près de 300 mètres sépare cette ligne du deuxième front, le front royal. Cet espace, appelé glacis, oblige l'ennemi à progresser à découvert. Dans le souci de préserver ses hommes, il creuse un souterrain sous ce glacis. Nous retrouvons Anne-Laure à l'entrée du tunnel, appelé Communication 110. La galerie relie les deux fronts et permet en cas d'attaque une circulation et un repli optimal des soldats en les protégeant du feu ennemi. À la fin du XVIIe siècle, la citadelle compte une garnison d'environ 400 hommes. L'espérance de vie moyenne n'est que de 30 ans pour un soldat de Louis XIV. C'est à la sortie du front royal que nous retrouvons Séverin et Anne-Laure. Séverin fréquente la citadelle depuis sa tendre enfance et après avoir œuvré à la restauration des salines d'Arc et Senon, il s'affaire désormais à rendre son lustre aux fortifications de Besançon. La rénovation du bastion sur lequel il travaille avec son équipe prendra près d'1 an et demi. La citadelle de Vauban a été construite sur une colline de pierre. Ce sont ces mêmes pierres qui ont servi à la construction du chantier. Oui. Donc en majeure partie, les pierres sont dans quel état 3 siècles après? La pierre, tout ce qui est vraiment à l'eau exposé au vent, était très endommagé. Très endommagé. On a remplacé 80% sur certaines faces et les faces qui sont abritées, on est passé à 30%. Donc là, c'est la première étape quand vous restaurez un ouvrage. C'est déjà un état des lieux. On fait un relevé à l'identique des pierres de construction, toutes les mêmes cotes, les mêmes dimensions. Elles sont posées exactement au même endroit qu'elles étaient il y a 3 siècles. Et là, c'est la partie là-dessus, donc c'était un peu altéré. Donc nous avons pris une poutre en béton qu'on a retaillée façon rocher. Donc c'est ce niveau qu'on voit là. Voilà. Et nous avons mis toutes les pierres neuves et nous avons conservé quelques pierres anciennes avec les marques de bossage des tailleurs de pierre. Descendue de son éperon rocheux, nous retrouvons Anne-Laure sur les rives du Doubs. Elle embarque à bord de la navette Le Vauban pour une promenade bucolique en compagnie de Nadine, la capitaine. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Vauban. Alors à partir d'ici, vous avez un très joli point de vue sur la citadelle de Besançon qui domine l'eau là-haut de plus de 100 mètres, ces falaises. Citadelle étendue sur une superficie de 11 hectares et que je vous invite à visiter sans plus tarder.
C'est le côté agréable dans notre promenade, c'est que les gens ont vraiment un point de vue original qu'ils n'ont pas quand ils sont là-haut. En haut, ils voient toute la ville. Là, du bateau, on voit cette face-là. Après, quand on fait l'autre tour, on passe de l'autre côté. Sur la rive gauche et la rive droite aussi, puisque Vauban a fortifié les 195 hectares de la ville. Ouais. Et puis, ce qu'on essaie de faire partager un petit peu aux gens qui viennent vers nous, c'est que déjà, Vauban, on le trouve partout en France. Quel que soit presque l'endroit, si vous faites les côtes françaises, vous avez des œuvres de Vauban, soit des travaux partant de zéro, soit des fortifications de certaines villes. Donc un peu partout en France, il y a Vauban. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté humain de cet homme-là. Enfin, on parle toujours des fortifications, donc c'est un côté très solide, la pierre, bien sûr. Mais l'homme est intéressant, je trouve aussi. L'homme est au cœur. Ses voyages, il est allé partout. Et aujourd'hui, c'est facile de faire des kilomètres toute l'année. À son époque, je trouve que, il faisait énormément, des milliers de kilomètres tous les ans pour aller d'un point à un autre. Donc c'est un homme qui était sur les routes, qui était au contact des gens et qui ne s'est pas contenté d'être un courtisan de Louis XIV. Moi, j'avais bien aimé ce côté-là. L'effort militaire avec deux époques différentes. 1670, la citadelle, mais 2 siècles plus tard, fin 19e, le système défensif serré de Rivière, du nom du général à l'origine de ces constructions bien connues par les sportifs participant au Trail des Forts. Mais tout au long de l'année, l'association Aval-Fort s'occupe de valoriser ce patrimoine. Son président, c'est un ancien militaire. Nous l'avons suivi lors de sa visite au fort de Fontain, au sud de Besançon. Une autre façon de vivre la vie de château avec son propriétaire et avec une vue imprenable. Bonjour André, comment va? Bonjour Pascal, ça va bien et toi? Oui, écoute, ton fort, s'il n'a pas subi les affres des combats, il est quand même un peu en quenouille avec la nature qui reprend ses droits et qui nous fait tout écrouler. 60 ans d'abandon, tu as repris ça il y a 6 ans, tu as un sacré boulot et puis on ne sait pas comment faire. Là, à moins d'aligner l'argent, il n'y a pas de solution. Je me suis concentré sur le haut, si tu veux. Tu vas voir les travaux qu'on a faits, c'est pas mal. Ah c'est parfait, très bien, impeccable. Le fort n'étant pas inscrit au répertoire des monuments historiques, André et son épouse Marie-Anne l'ont tout simplement acheté en 2009 pour y construire une maison d'hôte. Une façon originale de valoriser un patrimoine gravement menacé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh là, t'as fait fort là. Ah, dis donc, alors là, je suis surpris, je suis scotché. Il faut regarder par ici pour se retrouver dans un fort, parce que sinon on est ailleurs. Oui, enfin si tu veux, on a retapé la vieille maison qui est là pour faire des gîtes, de manière à accueillir des gens soit intéressés par les forts, soit par le site lui-même, dans la mesure où Fontain est situé à égale distance de Besançon, qui est une ville intéressante, d'Ornans et d'Arquesnan. Donc on peut quand même loger une famille de 8 personnes et une famille de 4 personnes. Moi, je me fais pas trop de soucis sur la commercialisation. C'est très réussi, vraiment, bravo. Vraiment, allez, viens, on va à la maison déguster le vin du Jura et le comté. Et madame est là. Madame est là, alors c'est pas, j'espère. Avec plaisir. Les heureux propriétaires habitent à 2 pas. Depuis leur terrasse, une vue spectaculaire ouvre sur tout le Jura. On a élaboré un petit document sur le fort de Fontain pour les visiteurs. Alors ça leur permet de voir, tu vois, combien ça a évolué dans le temps. Ah mais on est passé là tout à l'heure. Et vous êtes passé là tout à l'heure avec André. Magnifique, oui. C'était quand même très très important, effectivement. Alors on leur donnera, et voilà, de bien comprendre. Oui, puis ils repartent avec, ils en parleront chez eux. Exactement. Mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'habiter ici? Habiter un fort? Oui, d'habiter ici, c'est une chance extraordinaire. C'est un peu excitant d'être propriétaire de pierres, de casemates spectaculaires malgré tout. Donc effectivement, puis si tu veux, regarde la vue, comment veux-tu qu'on soit mieux qu'ici? On n'avait pas placé les canons n'importe où et les forts étaient effectivement là. Et c'est nous qui en bénéficions. On a tout le Jura là. Ah oui, c'est formidable. Allez, Pascal, à Aval-Fort et à nous. Et puis, et à au Fontain. plaisir. Merci encore en tout cas. Rien. Plus facile que de trouver son chemin dans ce labyrinthe du château de Bussy-Rabutin. Faites un tour sur notre site internet pourquoi-chercher-plus-loin.fr. Vous y trouverez en intégralité nos visites des châteaux de Saône-et-Loire, de celui de Guédelon en construction ou des forteresses de Besançon. Partagez vos coups de cœur avec nous. Pourquoi chercher plus loin? Et nous, on cherche la sortie.
La semaine prochaine, dans